Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec l'historien et maître de conférence à l'Université de Nantes, Bernard Michon. La semaine précédente, nous avons évoqué les définitions d'esclaves et de traite. Cette semaine, nous allons nous pencher sur le continent africain. Nous allons découvrir ses royaumes, ses empires et ses pratiques esclavagistes, ce que les historiens nomment la traite interne au continent. Bernard Michon, bonjour. Bonjour. Dans l'Afrique subsaharienne, le prestige, le pouvoir et la fortune ne s'affirment pas dans la propriété de la terre, mais dans celle des hommes. La domesticité et le travail pénible sont souvent réservés aux catégories sociales soumises à la servitude, et de vastes réseaux de marchés aux esclaves permettent aux propriétaires de s'approvisionner en courtisans, serviteurs, domestiques et travailleurs forcés. L'esclavage était ainsi une pratique répandue au sein des sociétés et royaumes africains, avant l'arrivée des Occidentaux et des Arabes, et après leur départ. 14 millions de personnes ont été réduites en esclavage en dehors des traites occidentales et orientales, selon les estimations de l'historien américain Patrick Manning. L'esclave est donc partout dans les sociétés, dans les champs, dans les armées, dans les maisons, et tout le monde peut, à tout moment, devenir esclave. Aujourd'hui, l'histoire de ces traites fait largement débat, et si la traite orientale et occidentale sont des traites importantes du continent, ce ne sont donc pas les seules. L'Afrique, berceau de l'humanité, a donc une histoire largement méconnue, et cet immense territoire recèle des ethnies, cultures très variées et des systèmes étatiques aussi très divers. Il faut avoir à l'esprit qu'il n'existe pas d'unité africaine. L'Afrique, le continent africain, ne forme pas un tout, un bloc monolithique. En Afrique subsaharienne, il existe différentes formations étatiques, indépendantes les unes des autres, et de dimensions et statuts très divers. Cela peut aller de minuscules chefferies, qui comptent quelques poignées de villages, jusqu'à des États organisés, voire à de véritables empires. L'un des exemples les plus célèbres est évidemment l'empire du Mali, qui atteint son apogée au XIVe siècle avec le règne du Mansa Moussa. Alors de quoi on parle lorsqu'on évoque la traite interne au continent africain ? Alors, quand on parle de traite interne au continent africain, il s'agit du commerce des esclaves au bénéfice des souverains et des familles dirigeantes d'Afrique noire. C'est-à-dire une poignée, qui constitue une poignée de personnes, qui constitue l'élite sociale, vont profiter de ce système esclavagiste. Et dans tous les royaumes, empires ou chefferies, on retrouve ce système, la vente de captifs, la capture et la vente ? Toutes les sociétés anciennes, les sociétés africaines comme les autres, ont connu l'esclavage. Les sociétés africaines, contrairement à ce que l'on affirmait autrefois, ne sont pas égalitaires ni communautaires. La plupart étaient même très inégalitaires et très figées, avec un système de caste qui empêchait sur des générations entières de changer de conditions sociales. Encore aujourd'hui, alors que ce statut n'a plus d'existence légale, on demeure de génération en génération socialement esclave, casté ou homme libre. Vous écoutez Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon. À quand remontent les premières traces de mise en esclavage de personnes dans les territoires subsahariens ? Les origines de l'esclavage dans les territoires subsahariens se perdent dans la nuit des temps. Et je ne peux pas vous donner un exemple précis d'une première source d'esclavage. Mais ce qui me semble important à signaler, c'est que la traite est apparue bien avant l'arrivée des Européens le long des côtes africaines au XVe siècle. Comme l'a écrit l'historien Fernand Braudel, la traite négrière ne fut pas, je le cite, une invention diabolique de l'Europe. Ce constat ne sert pas à minimiser évidemment le rôle des Européens dans cet effroyable trafic d'êtres humains, mais à bien prendre conscience que
l'esclavage, la traite, renvoie à des réalités éminemment complexes. Et le mythe d'une traite et d'un esclavage inventé par les Européens remonte au moment des indépendances africaines, au moment où il était essentiel de rendre à l'histoire du continent sa dignité qui lui avait été refusée par des siècles de domination extérieure. Certains historiens, par ailleurs très militants, ont conforté cette idée en dénonçant les ravages de la colonisation. Je pense par exemple à l'historien guyanien Walter Rodney. Cela se déroule à un moment où les indépendances, dans les années 1950, 1960, 1970, se passent avec de très fortes oppositions idéologiques. L'idée dominait alors que l'esclavage dit de traite, tel qu'il était pratiqué dans les plantations de canne à sucre américaines, était bien plus féroce que l'esclavage dit de case ou domestique, qui aurait eu cours au sein des communautés africaines traditionnelles. On a même pu parler à un moment, pour qualifier cet esclavage des communautés africaines traditionnelles, d'esclavage doux. Ces conceptions sont aujourd'hui abandonnées. Comme le note l'historien sénégalais Ibrahima Thioub, on ne peut pas transiger avec la définition de l'esclavage. Est-ce qu'il y a des formes différentes de servitude et est-ce que le mot esclave, il s'applique aussi bien pour la traite transsaharienne, la traite occidentale ou la traite interne à l'Afrique, au sens de bien meuble? Là encore, je me fonde sur les travaux d'Ibrahima Thioub. Est esclave un individu que l'on considère comme un objet, un outil, une marchandise dénuée d'existence propre, notamment parce que, et c'est important dans les sociétés africaines, dès lors qu'il devient propriété de son maître, le lien est rompu pour l'esclave avec ses ancêtres et il ne peut plus, par conséquent, en assurer le culte. L'esclave est un étranger déraciné, un être arraché à ses attaches familiales et sociales, ce qui lui interdit de retrouver sa propre parenté. Enfin, dans toutes les sociétés anciennes, l'Afrique subsaharienne ne faisant pas exception, l'esclave pouvait être l'objet de sacrifices rituels. Ensemble, rien ne dit que la condition d'esclave était plus enviable en Afrique qu'ailleurs. Qui sont les esclaves au sein des territoires subsahariens? Comment sont-ils capturés et vendus? En règle générale, les formations politiques africaines se gardaient de vendre leurs sujets, mais radiaient des étrangers, le plus souvent des prises de guerre. Il est donc erroné de prétendre, comme l'ont fait un certain nombre d'Européens en particulier, que les Africains vendaient leurs frères. Ça n'a évidemment pas de sens. Les esclaves qui étaient vendus n'étaient pas les frères de ceux qui les vendaient, tout simplement parce qu'ils n'appartenaient pas aux mêmes ethnies, aux mêmes peuples. Les Africains vivant au sud du Sahara, bien que majoritairement noirs, ne sont évidemment pas frères pour autant, pas plus que les Européens, tous blancs ou presque, ne le furent. On voit bien, par exemple, en Europe, une multitude de conflits religieux, politiques, entre les différents États. Il existe plusieurs manières de se procurer des esclaves que l'on va ensuite échanger. La première à laquelle on pense concerne évidemment la violence, à travers les razzias, à travers la guerre. Mais l'esclavage peut aussi découler d'une sanction prise par la communauté, et en l'occurrence, ces sanctions peuvent avoir deux motifs principaux, c'est-à-dire qu'on peut avoir une sanction pénale, c'est-à-dire à la suite d'un vol, à la suite d'un jugement d'adultère, d'une trahison, d'empoisonnement, on peut décider de réduire un membre de la communauté en esclavage. Il devient alors un autre, il est exclu de la communauté. Et le deuxième type de sanctions concerne les sanctions économiques à travers un système de crédit. C'est ce que l'on appelle l'esclavage pour dette. La mise en esclavage est un processus de déracinement, de dépersonnalisation de la victime, arrachée à la société et à ses ancêtres, qui perd jusqu'à son nom. Comme je l'ai indiqué précédemment, la guerre est un motif très important de mise en esclavage. Et on a pu, un peu abusivement, considérer que les Africains se faisaient la guerre uniquement pour se procurer des esclaves. C'est évidemment exagéré. Les guerres
ont cette finalité, mais pas seulement. Il s'agit d'abord et avant tout d'enjeux territoriaux, d'enjeux de lutte de puissance entre les grands États africains. Ces personnes qui sont capturées lors de razzias pendant les guerres ou qui sont condamnées, comment sont-ils vendus? Y a-t-il des réseaux qui existent, des grands marchés comme il a pu exister ensuite pour la traite occidentale? L'un des plus grands marchés en Afrique occidentale fut dans le Ghana central actuel, celui de Salaga, proche du fleuve Volta, fondé au XVIe siècle par un chef madingue. On parle de traite interne, on imagine donc que ça concerne des circuits importants, commerciaux également, et pas seulement d'êtres humains. Cette traite accompagne les caravanes de l'or, du sel, des chevaux. Les esclaves sont des produits de luxe et sont employés dans les cours aristocratiques comme eunuques, danseuses ou concubines. Le commerce alimentaire urbain est également l'affaire de femmes esclaves qui peuvent en outre être soumises au travail agricole. On a très peu cité de dates et de chiffres. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel siècle s'étend la traite interne en Afrique ? Et si on a des chiffres, j'ai évoqué le chiffre de 14 millions qui était une estimation. Que dit l'historiographie actuelle sur ces recherches ? L'historiographie actuelle est évolutive. Ce champ historiographique des traites internes au continent africain a été longtemps laissé en friche, abandonné pour des raisons que j'ai pu évoquer tout à l'heure à propos des enjeux politiques. Il constitue un gigantesque trou noir de l'historiographie, pour reprendre l'expression d'Olivier Grenouillot. Le chiffre produit par Manning est évidemment très fragile. 14 millions, il peut être susceptible d'être revu dès lors que d'autres études auront pu aboutir. L'ampleur géographique des traites internes, je dirais, s'étend pratiquement des origines jusqu'à la fin du XIXe siècle, voire au début du XXe siècle, avec la période coloniale. Ce qui est important à comprendre, c'est que ces traites et ces réseaux de traites internes vont être stimulés par la mise en place de deux grands courants de traite d'exportation vers l'Orient, donc la traite arabo-musulmane, et vers l'Occident à travers la mise en place des traites atlantiques. Et à partir du moment où ces deux traites d'exportation, la traite atlantique et la traite arabo-musulmane, cessent, les courants de traites internes continuent. Et on estime que c'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle que quantitativement, cette traite interne atteint son apogée. Bernard Michon, merci. Cette émission était présentée par l'association nantaise Les Anneaux de la Mémoire. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine à la même heure pour évoquer la traite arabo-musulmane. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire.